Nadia Bafdel, elle est étudiante en 5e année pharmacie et elle va en premier intervenir pour le gel hydroalcoolique, le fameux produit que tout le monde recherche, n'est-ce pas? Attention, vous allez tous apprendre à le faire chez vous. Bonjour les dégâts. Docteur Aqila Saïb, qui va nous préparer tout à l'heure une crème dépigmentante à l'hydroquinone. L'hydroquinone. Docteur Nafissa Sola, qui va, elle, intervenir en 3e partie et qui va nous préparer une crème émulsionnée, huile dans l'eau, régénérante et hydratante aux huiles végétales et essentielles. Et enfin, docteur Hamdi Henni, qui nous vient de Constantine et qui va, lui, nous préparer les baumes à lèvres en dermocosmétique en officine. Voilà le collectif et on commence par Nadia Bafdel. À vous. C'est la droite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Bafdel Nadera, étudiante en 5e année de pharmacie et je vais vous présenter la caractérisation d'une solution hydroalcoolique et les normes relatives au choix et à la conception de cette dernière. Merci. Alors, donc ça c'est le plan de travail. Nous allons passer directement à l'historique. Donc pour faire un petit peu d'histoire, nous allons parler de l'homme qui a découvert l'asepsie, qui n'est autre que Ignaz Semmelweis. C'était un obstétricien qui opérait à l'hôpital de Vienne et qui a fait qui a constaté la chose suivante. Donc, les femmes qui accouchaient au niveau du pavillon réservé aux médecins mouraient davantage que les femmes qui accouchaient au pavillon des sages-femmes. Donc, suite à ça, un de ses collègues est mort en se coupant avec un scalpel et il fit tout de suite le rapport entre la morgue et le service dans lequel opéraient les médecins. Donc, il obligea l'effectif à se nettoyer les mains puisque, selon lui, ceux qui tuaient étaient quelque chose de manuporté. Évidemment, après que tout le personnel s'est mis à utiliser l'hypochlorite de calcium à l'époque, le taux de mortalité est divisé par 10. Bien sûr, on ne reconnaît pas tout de suite ces travaux puisque la microbiologie n'était pas encore découverte, mais avec les travaux de Pasteur 20 ans plus tard, on se rend compte de la découverte de l'asepsie par le docteur Semmelweis. Donc, à notre époque, il y a bien sûr des recommandations par rapport à l'hygiène des mains. Donc, les recommandations du CDC d'Atlanta, en USA, les recommandations du Centre technique d'infection nosocomiale en France, et bien sûr, les recommandations de décembre 2001 du même centre. Alors, pour en venir à l'hygiène des mains, il faut savoir que la flore bactérienne est divisée en 2 catégories. Donc, on a la flore résidente, qui est la flore commensale. Elle est peu pathogène, composée généralement de bactéries aérobies à cocciagramme positif en général. Elle varie d'une personne à l'autre qualitativement et quantitativement. Et on peut en citer par exemple le Staphylococcus epidermidis. Bien sûr, elle est commensale, mais elle peut être pathogène en cas d'un geste invasif et chez un sujet immunodéprimé. Pour ce qui est de la flore transitoire, nous avons la flore transitoire saprophyte, qui est généralement environnementale. On peut l'attraper à travers les eaux, les surfaces. On peut aussi citer par exemple le pseudomonas. Et on a la flore pathogène qui regroupe en général des entérobactéries à gram négatif, le Staphylococcus aureus à gram positif et les levures bien sûr comme la Candida albicans. Donc ce sont vraiment les principales sources d'infection. Alors, il y a 2 méthodes pour traiter les mains. Nous avons le lavage classique, donc le lavage simple avec de l'eau et du savon. Le savon, c'est un détergent, c'est-à-dire qu'il est là pour enlever les salissures visibles. Et l'eau, bien sûr, c'est le vecteur. Donc, par simple geste mécanique, on peut réduire la flore transitoire au niveau des mains. Ensuite, ici, nous pouvons voir clairement la différence entre avant le lavage des mains et après sur une culture bactérienne. Donc, la flore bactérienne est vraiment réduite ici.
Ensuite, nous allons parler de la friction hydroalcoolique. Alors la friction hydroalcoolique va permettre de réduire la flore transitoire grâce au principe actif qui est l'alcool. Donc il est recommandé de se laver les mains bien sûr avant, puisque l'alcool agit directement sur les bactéries et n'agit pas sur l'environnement qui permet à ces bactéries de croître. Donc si on se lave les mains, on a une optimisation de l'effet de la friction hydroalcoolique. Donc nous allons procéder à un test. Nous allons parler d'une méthode qui est à base, c'est une méthode de biologie moléculaire qui est à base de luminescence. Donc en fait, le principe c'est de quantifier l'intensité de l'ATP au niveau d'un échantillon. Cet ATP va réagir avec un produit et une enzyme qui est la luciférine qu'on produit et l'enzyme luciférase. Donc on va obtenir une oxyluciférine qui passe d'un état fondamental qui est la luciférine à l'oxyluciférine qui est un produit excité. Donc pour retourner à son état fondamental, il va mettre des électrons et une lumière. Cette lumière, c'est l'énergie qu'il va dégager pour retrouver son état fondamental. Donc je vous propose de passer par le test. De vos mains. Voilà. Donc c'est l'appareil qui va servir à mesurer l'intensité lumineuse qu'on appelle l'unité relative de lumière. Et ça, c'est un écouvillon sur lequel on va recueillir l'échantillon. Donc on va bien sûr procéder. D'abord, on va allumer l'appareil, logique. Donc, on va faire le test avant et après friction hydroalcoolique. Une seule main va suffire. Voilà. Donc, nous allons recueillir l'échantillon. Le mettre à l'intérieur. Bien sûr, il y a de l'oxygène qui est vraiment indispensable pour qu'il y ait la réaction. Donc, vous me le tenez comme ça, s'il vous plaît. Donc, on va casser l'embout qui sert à contenir l'enzyme, le substrat et les cofacteurs. Donc, les résultats sont donnés en à peine 15 secondes. C'est pas très long. Donc, Madame Saïf, vous avez un résultat inférieur à 60, donc vous avez 1912 RLU, unité relative de lumière, ce qui est vraiment extrême dans ce cas-là. Donc, il faut se nettoyer les mains. Donc, oui. Non, vous allez mettre le gel. Voilà. Maintenant, on va refaire le test avec, la friction hydroalcoolique. Vous faites une bonne friction hydroalcoolique. Voilà. L'appareil à la caméra, comme ça peut sortir dans les... Ouais, ça marche. Donc il faut savoir que les normes, ça doit être inférieur à 20 RLU pour que ça soit validé. Entre 20 et 60 RLU, ça veut dire que c'est un sujet caustique. Et supérieur à 60 RLU, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de chargé en bactéries. Donc voilà. Voilà. Donc on a pris un gel d'une gamme, de n'importe quelle gamme en fait. Donc, qui est conforme aux normes. Hein.
D'accord. Ça, quelque chose. Voilà. Donc, normalement, on devra refaire le test parce que ça marche pas. La lecture est erronée. Ne néglige jamais la parole. Oui, non, c'est juste que le résultat, il est... Élevé. C'est bon, c'est bon. Retourne. C'est bon. N'incline pas l'appareil. Ouais, exécute. Test. Et là, tu tournes vers la caméra. Mais je préfère... Donc, ça affiche toujours une erreur. Ça veut dire que le gel n'est pas bon. Donc ici, comme on peut le constater, la flore a bien régressé, la flore bactérienne transitoire a bien régressé, mais elle n'est toujours pas conforme aux normes. Donc le gel qui a été utilisé n'est pas un désinfectant. Les deux gels utilisés ne sont pas des bons désinfectants. Donc, on va refaire peut-être un troisième test. Donc, qui veut se porter volontaire pour un test? Vous pouvez passer, s'il vous plaît. On va exécuter le test. Donc toujours pas conforme aux normes, mais bien mieux que les autres gels, puisque celui-là nous donne un résultat de 359 RLE. Mais c'est toujours pas conforme aux normes, c'est-à-dire que la flore bactérienne est supérieure à ce qu'elle devrait être après l'usage d'un gel désinfectant. Voilà. Donc maintenant, nous allons caractériser le gel ou la solution hydroalcoolique. Donc c'est une préparation aseptisante cutanée non nettoyante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour nettoyer, mais pour vraiment agir au niveau des bactéries. Il faut vraiment un lavage des mains rigoureux pour avoir un effet optimal. Donc sans apport d'eau exogène bien entendu. On va retrouver différentes formes, solutions, gel, lingettes, spray. Donc la composition est basée bien sûr sur de l'alcool. Donc nous avons deux types d'alcool qui prédominent, c'est l'isopropanol et l'éthanol. Les normes veulent que l'éthanol varie entre 60 et 95 degrés et l'isopropanol entre 50 et 91 degrés. Donc pour ce qui est du mécanisme d'action des alcools, les alcools vont agir sur les protéines de la paroi bactérienne. Ils vont détruire les liaisons hydrogènes naturelles de ces protéines et en créer d'autres. Il va y avoir une dénaturation et suite à cette dénaturation, les protéines vont se lier et former une masse. C'est ce qu'on appelle une coagulation. Après ça, la bactérie devient totalement inefficace et meurt bien entendu.
Donc en deuxième élément, nous avons l'eau qui potentialise l'effet de l'alcool. C'est-à-dire que de l'alcool à 70 degrés mélangé avec de l'eau est beaucoup plus efficace puisqu'elle sera beaucoup plus pénétrante que de l'alcool pur à 95 degrés par exemple. Donc les émollients, nous avons deux types d'émollients. L'émollient le plus répandu, c'est la glycérine, qui est utilisée pour ses propriétés desséchantes et améliore la tolérance cutanée. En deuxième, nous avons l'aloe vera, qui est aussi un composé naturel. Bien sûr, il y a d'autres émollients, mais c'est vraiment les deux les plus utilisés. L'H2O2, c'est le peroxyde d'hydrogène. Il est utilisé beaucoup plus pour ses facultés sporicides. On l'utilise au niveau de la préparation elle-même et en pré-traitement pour le conditionnement, pour éliminer éventuellement toute trace de contamination sporifique. Nous allons maintenant parler de d'autres additifs. Donc nous avons par exemple le triéthanolamine, qui est un ajusteur de pH et qui est vraiment utilisé, qui a aussi des propriétés bien sûr émollientes entre autres. Et c'est aussi le principe actif de la biafine, vous connaissez tous, qu'on utilise en cas de brûlure au premier degré. Voilà. Il n'a pas vraiment d'effet secondaire ou autre. Les carbomères, qui sont des polymères hydrophiles d'acide acrylique, ils sont utilisés comme gélifiants pour donner la constitution au gel hydroalcoolique. Nous avons aussi les colorants qui doivent être non toxiques en cas d'ingestion accidentelle et ne doivent pas compromettre l'activité antimicrobienne. Donc ils sont aussi utilisés dans le milieu puisque un beau gel, on va dire, aide à promouvoir l'hygiène des mains. Les huiles essentielles qui sont généralement déconseillées à cause de leur effet allergène. Donc nous avons les deux huiles les plus utilisées, c'est l'huile de l'arbre à thé, elle a un effet antibactérien, elle a un effet antifongique. L'huile d'eucalyptus qui soulage les dermites bactériennes aussi. Donc elles sont vraiment très bien utilisées, tolérées par la grande majorité, mais déconseillées puisque il y a eu des problèmes liés aux dermites dans la population. Bien sûr, nous allons parler de deux composés que les produits cosmétiques ont tendance les boîtes cosmétiques ont tendance à rajouter à leur composition. On va parler bien sûr du triclosan. Le triclosan, c'est un pesticide organochloré. Donc il est vraiment déconseillé parce que c'est un perturbateur endocrinien. Il provoque des réactions inflammatoires. Il est soupçonné cancérigène et bien sûr, il interfère avec l'activité des antibiotiques aussi. Voilà. Nous avons aussi les ammonium quaternaires. Donc ce sont des désinfectants et des adoucissants aussi. Donc on les associe au phénol pour un effet optimal, mais l'usage est aussi déconseillé à cause des lésions érosives. Et bien sûr, ils sont très très dangereux en cas d'ingestion accidentelle. Maintenant, nous allons parler des normes relatives au choix et à la conception d'un gel hydroalcoolique ou d'une solution hydroalcoolique. Premièrement, le détail le plus important, c'est l'activité, le spectre d'activité. Donc, c'est vraiment la spécificité et intensité d'action vis-à-vis des micro-organismes. C'est-à-dire que la première étape, c'est que notre gel ou notre solution hydroalcoolique doit être bactéricide, fongicide, levuricide et bien sûr virucide. Et ceci est évalué par les normes élaborées par le Comité technique européen de normalisation. Donc ces normes-là sont classées en 3 niveaux. Nous avons les normes de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3. C'est vraiment les normes de la phase 3 qui seront vraiment pris, de la phase 2 plutôt, excusez-moi, qui seront pris pour le choix d'un gel optimal. Donc pour ce qui est de la phase 1, on va permettre d'établir que les substances ont, comme on avait dit précédemment, une activité bactéricide, fongicide et sporocide. Pour les essais de la phase 2 qui se divisent en 2 étapes, nous avons des tests de suspension dans des conditions représentatives de l'usage. Donc on va vraiment placer notre produit hydroalcoolique dans un milieu où bien sûr il subsiste des germes et on va placer aussi des produits interférents pour voir si notre gel est capable
d'éliminer ces bactéries, même dans des conditions défavorables. L'étape 2, c'est les essais stimulants, c'est-à-dire dans les conditions pratiques d'usage normal, donc in vivo sur les mains. Donc l'effet doit être optimal aussi. Les essais de la phase 3, ce sont des essais de terrain sur une grande population pour avoir des statistiques, bien sûr. Donc les normes d'activité antimicrobienne, nous allons commencer par la norme de la phase 1, donc EN 1040, qui va nous caractériser l'activité bactéricide. Donc les germes choisis et les germes à éliminer sont les Pseudomonas aeruginosa et les Staphylococcus aureus. Donc la température doit être de 20 degrés Celsius, on peut bien sûr varier les températures, et le temps de contact obligatoire est de 5 minutes avec des temps additionnels. La norme EN 13727 qui est relative à la phase 2, donc nous allons avoir les germes Staphylococcus aureus, Enterococcus hierae et Escherichia coli. Donc c'est la même pratique avec des substances interférentes bien sûr. Et bien sûr, la réduction microbienne doit être supérieure ou égale à 103, c'est-à-dire l'effet doit être de 99,9%. Donc les germes doivent être éliminés à ce taux-là. La norme EN 1275, qui parle de l'activité levericide et fongicide, Candida albicans aspergillus, c'est vraiment le même mode opératoire. Et le taux qui doit être éliminé est de 99,99%. La norme 13624, donc aussi l'activité levericide et fongicide avec un spectre plus large. Et la norme la plus importante, c'est la 14476 qui doit figurer sur tous les flacons de solution de gel hydroalcoolique et qui témoigne vraiment de l'activité à large spectre du produit. Donc il doit être bactéricide, levericide, fongicide et virucide. Donc c'est vraiment le même mode opératoire et les bactéries doivent être éliminées à 99,99%. Bien sûr, en deuxième critère de choix. J'essaie de réduire et de conclure. Oui, d'accord. Donc en deuxième, nous allons parler de la tolérance. Donc le produit doit vraiment être toléré par la peau, il ne doit pas provoquer d'allergie ou de corrosion. Voilà. Le conditionnement pratique. Donc le conditionnement doit avoir le nom du produit, les indications d'utilisation, le fournisseur, les pictogrammes de danger et la composition avec les valeurs de référence. Donc ici, nous avons différents dispositifs qui facilitent l'usage des gels hydroalcooliques avec le moins de contact possible. Ceci est la formule de référence de l'OMS. Voilà. Avec les deux produits, éthanol et isopropanol. Maintenant, nous allons parler un petit peu du contrôle de qualité. Donc, le degré alcoolique doit être vérifié avec un alcomètre. La concentration d'H2O2 peut être mesurée par titrémétrie. Les teneurs en alcool et H2O2 peuvent être contrôlées par chromatographie en phase gazeuse. Et l'absence de contamination bactérienne peut être contrôlée par filtration. Donc, ce sont les contrôles organoleptiques, l'aspect, liquide limpide, les odeurs alcoolisées, une couleur transparente et une texture lisse et homogène. Donc, l'autorisation de mise sur le marché, bien sûr, ne dépend que du ministère du Commerce. Ici, nous avons une comparaison entre 5 gammes de produits hydroalcooliques. Donc, je vais commencer par en présenter un. C'est le produit A qui contient de l'éthanol à 70%. Donc, la mention est ici. Contient aussi de l'isopropanol pour un effet optimal, de l'H2O2 négatif, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, de l'eau, de la glycérine et des carbomères et du triéthanolamine. Donc selon les normes, ce gel est normalement conforme. Donc le gel B qui contient de l'alcool à 70 aussi, de l'isopropanol négatif, de l'H2O2 négatif, il contient de l'eau, de la glycérine et des carbomères et de la triéthanolamine. Même composition qui est censée être selon les normes. Le gel C, c'est de l'éthanol à 96%,
avec de l'eau purifiée, du peroxyde d'hydrogène, du carbamel et du triéthanolamine aussi. Donc c'est un produit conforme. Pour les deux solutions D et E, bien sûr, la mention de l'alcool n'est pas définie, c'est-à-dire que nous n'avons pas retrouvé le pourcentage d'alcool, le degré alcoolique. Donc nous ne pouvons pas savoir s'ils ont respecté les règles normatives. Et merci pour votre attention. J'avance avec ça. Très bien. Alors, je ne sais pas. Tiens, mes ailes. Allô. Bonjour tout le monde. Je remercie le docteur Nadera pour cette présentation. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec elle et je lui souhaite beaucoup de courage pour son avenir. Donc aujourd'hui, on vient, ma collègue et moi, avec une préparation de traitement de l'hyperpigmentation à base d'hydroquinone, qui est une préparation magistrale. Donc, il faut savoir que l'hyperpigmentation, c'est une production excessive de mélanine, c'est ce qu'on appelle la mélanogénèse, et qu'on a différents types d'hyperpigmentation, l'hyperpigmentation diffuse et l'hyperpigmentation focale. L'hyperpigmentation diffuse, elle peut être d'origine médicamenteuse. Il y a plusieurs médicaments en cause, comme l'amiodarone, les médicaments photosensibilisants comme les tétracyclines, à savoir donc la vibramycine, la tétralysale. Et nous avons certains métaux lourds aussi, sont à l'origine d'une hyperpigmentation, à savoir l'or, l'argent, le bismuth, le mercure. Et on peut avoir aussi certaines maladies qui peuvent provoquer de l'hyperpigmentation, comme la cirrhose biliaire primaire, la maladie d'Addison. Mais l'hyperpigmentation, ce n'est pas un critère de diagnostic pour ces maladies-là. L'hyperpigmentation focale, nous avons deux types d'hyperpigmentation, enfin plusieurs types, excusez-moi. Il y a la post-inflammatoire qui concerne certaines lésions, les coupures, les brûlures, l'acné, l'eczéma de contact ou bien ce qu'on appelle la dermatite atopique, piqûres d'insectes, les traitements dermatologiques comme le laser, la dermabrasion et le peeling chimique qui se fait par l'acide chloracétique. Et il y a l'hyperpigmentation d'origine néoplasique ou bien systémique. Nous avons le lentigo, le mélanome et le mélasma. Le lentigo, donc on va passer en revue ces trois types d'hyperpigmentation. Le lentigo, donc il est dû à l'exposition chronique au soleil, c'est ce qu'on appelle la lentiginose. Il peut être génétique, il peut être génétique, c'est le cas des taches de rousseur. Il peut être dû aussi à l'âge mûr. En prenant de l'âge, c'est les taches de vieillesse. Et le traitement de l'hyperpigmentation focale néoplasique, c'est la cryothérapie. L'hydroquinone n'est pas très efficace dans ce traitement-là. Maintenant, on passe au plus important dans notre exposé. C'est ce qu'on appelle le mélasma ou bien le cloasma. Alors, voilà. Il atteint aussi bien l'homme que la femme. Beaucoup plus les peaux teintées foncées. On le trouve surtout sur le front, les tempes, les joues et les parties cutanées supérieures de la lèvre ainsi que sur le nez. Ça atteint 10% des femmes. Et lorsque c'est une femme enceinte qui a ce type de taches brunes, on parle de cloasma gravidique ou bien masque de grossesse, communément masque de grossesse. Il peut atteindre aussi les femmes sous œstroprogestatif
Le risque de cloasma, donc, il augmente avec l'exposition solaire. Chez la femme, il peut se résorber, il peut être complètement résorbé ou bien pas complètement après un accouchement ou l'arrêt de l'hormone. Chez l'homme, il se résorbe rarement. La prise en charge, donc il faut une protection solaire par l'utilisation d'un écran solaire à SPF supérieur ou égal à 30, le port de vêtements donc couverts, le port de chapeau, et nous avons la trithérapie topique, c'est-à-dire notre préparation magistrale, la triodée de Kligman, qui est à base d'hydroquinone, de trétinoïne et d'un dermocorticoïde topique de classe 4 ou de classe 5 ou de classe 7. On va passer donc à décortiquer tous ces composés. Nous avons la trétinoïne qui est de l'ordre de 0,05 à 1%. C'est un... Il y a une... Ça fait rien. Hydroquinone. L'hydroquinone, donc j'ai dû inverser. Excusez-moi d'avoir inversé, mais j'ai parlé de la trétinoïne avant de parler de l'hydrocortisone, de l'hydroquinone. Donc l'hydroquinone, qui est un benzène 1,4-diol, c'est le C6H4OH 2 fois. C'est un composé organique aromatique de la famille des triphénols ou bien des diphénols. C'est une poudre solide. Je vais vous la montrer. C'est une poudre donc solide, de point de fusion 17 degrés, masse molaire 110,11, la masse volumique 1,3 g par centimètre cube. Elle est soluble dans l'eau et dans l'alcool. Donc, du fait de son utilisation abusive, l'hydroquinone, elle est disponible que sous forme de préparation magistrale, c'est-à-dire c'est une préparation qui est prescrite par un dermatologue. Il n'existe plus de spécialité dermocosmétologique qui contient de l'hydroquinone dans la communauté européenne. Elle l'accepte depuis février 2021, à l'exception de la Suisse. Donc, comment l'utiliser, cette hydroquinone? Elle doit être appliquée que sur les taches ou bien sur les zones foncées, de petite taille, jamais sur toute la surface. Et il faut éventuellement éviter tout contact avec les yeux ou bien les muqueuses ou bien sur une peau qui est lésée ou fissurée. En cas de contact, donc il faut rincer à grande eau. Les contre-indications, la femme enceinte et allaitante et aussi chez les enfants. C'est un produit qui est très dangereux, y compris pour l'homme que pour l'écosystème, parce que l'hydroquinone est peu dégradable, donc il peut être toxique pour les poissons. La trétinoïne, c'est de la vitamine A, c'est la forme acide de la vitamine A, c'est l'acide rétinoïque, c'est un isomère de l'acide rétinoïque de formule C2H2802. Sa masse moléculaire, elle est de 300-435 1 g par millilitre. La masse molaire, à savoir le carbone, 79,96%, l'hydrogène 9,39%, l'oxygène 10,65%. Et la solubilité de la trétinoïne, elle est soluble dans l'alcool, chloroforme et l'éther. Température de fusion 181 degrés. Les propriétés, c'est un kératolytique et c'est un anti-inflammatoire. La toxicité, il est tératogène, donc contre-indiqué chez la femme enceinte, et c'est un photosensibilisant. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle favorise le renouvellement cellulaire et l'épiderme. C'est un dépigmentant et il réduit la réduction sébacée. Maintenant, on va passer aux cas pratiques. C'est les cas les plus intéressants. J'ai sélectionné 10 ordonnances durant mon expérience. Bon, pas toute l'expérience, mais durant une année. Donc, j'arrive pas à les lire d'ici, mais je vais les énumérer. Hein? Merci. Il y a du gel. Alors, Il y a du gel. on avait dit que l'hydroquinone, dans la triodée,
qu'on avait de 1% jusqu'à 5%. Mais il existe des préparations magistrales où le médecin prescrit jusqu'à 10% d'hydroquinone qu'on va voir tout au long de la préparation. Donc, par exemple, dans cette préparation magistrale, nous avons trétinoïne 0,01 g, l'hydroquinone 5 g, la dexaméthasone pommade 0,1 g. Donc là, le médecin, il n'a pas mis d'excipient. Donc la préparation, il faut la présenter telle qu'elle. La dexaméthasone en pommade, donc on prend en général de la bétaméthasone à 0,1 et nous avons, si on pratique, si on réalise la préparation telle qu'elle est. Maintenant, on peut avoir recours, ne pas la réaliser telle qu'elle est. Donc on pèse notre trétinoïne 0,01 g, l'hydroquinone 5 g et on prend de la dexaméthasone à 0,1 g et on va prendre aussi un excipient, donc ça c'est à 5%, QSP 100 g. On peut modifier déjà cette préparation. Pour la deuxième préparation, nous avons l'hydroquinone à 1 g, l'hydrocortisone 0,2 g, acide rétinoïque 0,01 g et le codexial QSP, ça c'est l'excipient 20 g. Le codexial, c'est un excipient qui n'existe pas chez nous. Donc, moi, personnellement, j'utilise carrément la cold cream. La cold cream, soit la cold cream de Mustela, comme on va voir tout à l'heure, ou bien la cold cream de Dermagor, ou bien celle d'Aven. Là, on a un taux d'hydroquinone qui est relativement bas, qui est de 0,4 g. L'acide ascorbique, là, vous voyez que c'est plus la composition de 3 produits, mais nous avons un produit en plus qui est un antioxydant, qui est de la vitamine C à raison de 1 g. C'est ce qu'on va ajouter tout à l'heure dans la démonstration de notre préparation. On va mettre de la vitamine C, de l'acide ascorbique dans notre préparation qui va jouer un rôle d'antioxydant. Il y a autre chose dans cette préparation, nous avons de l'eau purifiée. On ajoute 2 g d'eau purifiée. Et toujours, nous avons notre fameux codexial. Donc le codexial, je vous ai dit qu'on peut utiliser la cold cream. Les 2 g d'eau purifiée, ils vont se mélanger aux poudres. Donc le mélange sera très facile à effectuer. La quatrième préparation, je la trouve intéressante. Il s'agit de l'acide rétinoïque à 0,2% et on prend 6 ml. L'acide rétinoïque, on avait vu tout à l'heure qu'elle était soluble dans de l'alcool. Donc, je prends 0,2 g d'acide rétinoïque que je mets dans 100 ml d'alcool. À partir de là, je récolte mes 6 ml et j'aurai mon acide rétinoïque à 0,2%. De même pour l'hydroquinone à 5%. Là, il s'agit d'une crème, il ne s'agit pas d'une solution. Donc, j'ai mon hydroquinone à 5%. Je prends mon excipient, comme j'utilise souvent de la cold cream. La cold cream, il faut savoir que elle est à base de cire d'abeille, de blanc de baleine. Le blanc de baleine, à l'origine, ils utilisaient le vrai blanc de baleine, mais avec l'interdiction de la pêche des baleines, donc maintenant, ils utilisent le blanc de baleine synthétique. Elle est à base d'eau. À l'origine, ils utilisaient l'eau de rose. Maintenant, on voit sur l'emballage des étiquettes des cold cream, on voit que c'est de l'eau thermale. Ça dépend du laboratoire. Ça peut être l'eau thermale d'Aven, l'eau thermale de Dermagor, par exemple. Et elle est composée aussi d'huile de vaseline. Ou bien, avant, c'était l'huile, à l'origine, c'était l'huile d'amande douce. Donc, c'est ça la composition de la cold cream. Donc, l'hydroquinone, je mets 5 g d'hydroquinone dans 100 g, dans QSP 100 g de mon excipient, qui est la cold cream. À partir de là, je récolte, je prends mes 2 g. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est marqué Aven cold cream, donc 50 g. Je pèse 50 g. La vitamine C, 5 g.
et l'alcool à 90, 5 grammes. Donc après, je mélange les poudres sel, j'ajoute les liquides et vous allez voir que la cold cream, elle est très absorbante. Elle va absorber tous les liquides et j'obtiens une crème d'une belle texture. J'ai une autre préparation magistrale, donc l'hydroquinone 3 grammes. Donc celle-là, les 3. Donc là, commencer, c'est des préparations magistrales personnalisées. Donc ça dépend de l'acte dermatologique que le dermatologue a effectué. Ça peut être un peeling, ça peut être une cicatrice. Donc c'est pour ça que la quantité d'hydroquinone, elle est très très faible. Elle est faible dans certaines préparations, comme on va voir tout à l'heure, dans une ordonnance où il y a 10 grammes d'hydroquinone. C'est énorme, mais ça a son indication. Donc l'hydroquinone 3 grammes, acide rétinoïque 0,1, dexaméthasone. Là, c'est un autre corticoïde qu'on a utilisé. C'est un corticoïde donc, de classe 7, c'est un dermocorticoïde. L'acide ascorbique 0,2 grammes. Et là, dans la préparation, il y a de la vaseline 80 grammes. La vaseline, donc, c'est un bon excipient pour certaines préparations. Mais pour l'hydroquinone, c'est de loin le plus conseillé à utiliser. La pénétration, on sait que la vaseline, elle ne traverse pas la peau. Donc, cette préparation magistrale, elle n'est pas très, je ne dirais pas qu'elle n'est pas efficace, mais elle n'est pas très conforme, si l'on veut. Nous avons une préparation où il y a carrément cold cream 100 grammes, hydroquinone là, nous avons 10 grammes d'hydroquinone. Acide rétinoïque 0,1 g et dexaméthasone 0,040 g, vitamine C 0,4 g. Là, on voit que le taux d'hydroquinone, il est vraiment énorme. Certainement, ça doit être dans le cadre de la dermocosmétique, ça doit être dans le cadre d'un peeling. Donc, c'est pour mieux, si vous voulez, excusez-moi le terme, décaper la peau, si l'on veut. Voilà. Nous avons donc cette préparation hydroquinone 3 grammes, hydrocortisone 0,25 g, trétinoïne 0,05 et excipient 40 grammes. Là, le médecin il nous donne le choix de l'excipient. Il faut savoir que la préparation à l'hydroquinone, elle peut être une crème, comme elle peut être une solution. Dans le cas où c'est une solution, on peut utiliser l'association alcool à 60 et propylène glycol à parts égales comme excipient. Donc j'ai une autre trio D qu'ils ont appelé la Dermabase, trio D à 8%, l'hydroquinone 1,6 g, hydrocortisone base 0,2 g, acide rétinoïque 0,005 g, le sodium métabisulfite. Le sodium métabisulfite, ce n'est rien d'autre qu'un conservateur. Nous avons de l'eau et la dermabase ou bien deux dermaceutiques. Là, dans cette préparation, comme c'est une ordonnance, comme vous voyez sur l'écran, l'ordonnance de droite, c'est une ordonnance qui est bien typique, qui est faite par le laboratoire lui-même. Donc la dermatose de dermabase, ce n'est rien d'autre, l'excipient. Ça peut être du cold cream, ça peut être comme dans leur cas, ils ont exigé qu'il y ait de la dermabase. Alors. Et le dernier exemple, nous avons la Trio-D 8%. Voilà ce qu'il y a sur l'ordonnance. Trio-D 8%, donc il faut savoir, nous avons, quand ils mettent comme ça sur l'ordonnance, il y a 3 produits, acide rétinoïque, hydroquinone et dexaméthasone ou bien hydrocortisone. Après 8%, 8 grammes d'hydroquinone, on peut utiliser l'acide rétinoïque 0,05 g et l'hydrocortisone 0,25 g et on peut ajouter un antioxydant qui est l'acide salicylique, l'acide ascorbique, excusez-moi. Maintenant, on va faire de la Trio-D, on va passer à la démonstration. La Trio-D à 5%. Donc, nous avons ma collègue
docteur Sola va procéder à la pesée. Donc, elle va peser donc d'abord à la table. Elle va peser